C'est aux côtés du psychiatre Michel Ripstein que Robert Bress a débuté sa carrière. Il n'y avait pas à l'époque d'adolescents alcooliques. Les adolescents buvaient, certes, mais la définition de l'alcoolisme demandant de boire depuis 10 années, il n'avait pas le temps de répondre à la définition avant de devenir adulte. Il fallait modifier cela, car définition ou pas, les ados buvaient. Et Robert Bress soutint brillamment, en 1981, une thèse de doctorat de médecine sur les déboires d'adolescents alcooliques. Le pas à franchir pour se pencher sur les questions de toxicomanie était étroit et le psychiatre n'aura de cesse d'inventer, toute sa carrière durant, des structures les plus adaptées possibles aux soins nécessaires aux addictions adolescentes. Il utilise les chevaux comme médiateurs entre l'adolescent et sa toxicomanie et il crée l'Uposo. Il s'intéresse aux jeunes mères toxicomanes et à leurs bébés et il crée les Capitelles. En 1996, il ouvre à l'hôpital La Colombière l'unité de soins pour grands adolescents où il travaille assidûment, passionnément, dit-il. Plus récemment, il fonde la Maison des adolescents, projet cher à son cœur, pour lequel il a œuvré durant plusieurs années. Un espace ouvert, sur le mode des maisons vertes de Françoise Dolto, un espace de tous les possibles, explique-t-il, pas figé, capable de s'adapter, un espace où l'on peut encore rêver à des structures qui bougent. Ayant beaucoup travaillé avec la protection judiciaire de la jeunesse, c'est par elle qu'il a été décoré, il a reçu la médaille de la PJJ. Et c'est à l'Uposo, devant un tas de paille, qu'il a choisi d'être, comme il dit en riant, épinglé par la justice. Robert Bress enseigne à Montpellier 3, à l'UM. Lorsque Robert parle des ados, on sent de la tendresse. Ce qui le passionne, c'est ce temps fragile de difficulté, ce temps où il faut grandir, ou bien reprendre pied, ce temps de mouvement, où les adultes peuvent, en étant au bon moment, au bon endroit, et avec les outils adéquats, infléchir une trajectoire. C'est cela, la maison des adolescents. Chère à Robert, c'est un terreau fertile qui rendra la rencontre possible. Aujourd'hui, il écrit et publie sur ces ados qu'il aime. Je le cite. On lui avait dit d'attendre, alors il attendait. Il n'avait fait que ça, attendre, depuis longtemps, depuis toujours. Il était un spécialiste de l'attente. Ça lui prenait des heures entières. Ça a agacé son entourage, mais il n'en avait cure. Il attendait, c'est tout. Tu attends la mort ? Non, j'attends la vie. Ma mère m'a mis au monde, mais ne m'a pas donné la vie, alors j'attends. Il se tut. Étonné de sa réponse, un cadeau du ciel, une saillie, un sursaut neuronal. Robert, nous sommes perdus. C'est de la psychologie, de la psychanalyse ou des sursauts neuronaux. Tout serait donc cerveau ? Nous sommes impatients de comprendre. Je rassure tout de suite les gens qui me connaissant et sachant que j'ai passé un IRM depuis il n'y a pas longtemps, ce n'est pas mon IRM. Tu veux décrocher de... Je vais prendre le micro, oui. Voilà, j'ai un peu de temps là pour vous dire quoi finalement, enfin pour vous dire que l'adolescence c'est de la dynamite. Et commencer par cette banalité, enfin ces phrases qui sont devenues banales, à savoir que l'adolescence est une construction à la fois sociologique, physiologique et psychologique, et qu'il y a un entrelac de toutes ces données pour fabriquer ce qu'on appelle donc l'adolescence. Alors je vais dire quelques mots par rapport à la sociologie, je dirais, puisque l'adolescence est ce que j'appelle un OSNI, un objet social non identifié. Un objet social non identifié dont une des caractéristiques est qu'il est source, et c'est presque sa définition, qu'il est source et lieu de malentendu entre l'adolescent et l'adulte qui le côtoie, l'adolescent et l'adulte qu'il finira lui-même par être bien un jour, l'adolescent et l'enfant qu'il fut, l'ado et cet autre lui-même qu'il est parfois. Je disais une fois comme ça à quelqu'un qui me demandait de définir en 2 mots ce que c'était que l'adolescence, je disais que c'était une notion qui était tellement vague qu'on finissait par croire que c'était ce vague qui la définissait. Voilà.
Et je ne sais pas si l'autre était ravi, mais enfin, c'est pas grave. Certains disent, et il y a même un bouquin là-dessus, que l'adolescence n'existe pas. L'adolescence n'existe pas, mais c'est à entendre, je dirais, étymologiquement, quoi. Existere, c'est-à-dire c'est quelque chose qui ne se situe pas en dehors. C'est un objet qui n'est pas déliné, c'est-à-dire on a l'impression qu'on a du mal à dessiner les limites, le contour de la forme que pourrait avoir l'adolescence. Et alors, comme j'aime bien jouer sur les mots, je me suis dit, s'il n'existe pas, elle insiste sacrément parce qu'elle est insistérée, c'est-à-dire qu'elle se situe en nous. Voilà. C'est au début du XXe siècle, en gros, qu'a été créé ce monstre, c'est-à-dire ce phénomène qui vient juste se montrer. Vous comprendrez à la fin pourquoi j'insiste sur ce que disent les mots quand je les prononce. Je le dirai tout après. Avant le XXe siècle, au début du XXe siècle, chaque adolescent était en apprentissage, en formation, en attente de s'inscrire dans un avenir que le monde adulte avait déterminé pour lui. Selon la formule de Karl Marx, ce n'est pas le fils aîné du paysan qui héritait de la ferme, c'est la ferme qui héritait de lui. Et on parlait, quand il y avait des conflits, ou des histoires ou des problèmes entre les adolescents et les parents, on parlait à ce moment-là de conflits de génération, de la génération à venir, attendant que la génération en place, que le paysan quitte sa ferme. Voilà. Maintenant, l'adolescent appartient à un avenir que personne autour de lui ne connaît. Il est en adolescence, comme d'autres, je dirais, sont en voyage, en vacances, en tourisme. Et il vit des aventures qui souvent ne sont que les aventures de voyage. Il vit des aventures, mais il ne sait pas où il va. On parle alors non plus de conflit, mais de crise avec ces trois temps, de rupture, de risque et d'indétermination sur tout ce à quoi cela va aboutir. Tout adolescent est en crise. Tout adolescent est en crise parce que l'adolescence est en elle-même une crise. Et tous les adolescents ont à traverser ce paysage. Les adolescents que nous avons, qui sont donc des adolescents qui sont en crise, qui traversent ce paysage, qui ont des aventures qui dépendent du paysage, ce qui fait qu'on peut dire de manière très rapide comme ça qu'on a finalement que les adolescents qu'on mérite, car ils sont en grande partie notre propre production. Ce sont des ados qui sont surstimulés par le monde des objets. Ce sont des ados qui sont appelés à courir d'innovation en innovation. Ce sont des ados qui n'ont pas le temps de réfléchir à quoi pourrait servir telle ou telle innovation. Ils ont, comme on dit, le nez dans le guidon, et quand on a le nez dans le guidon, on ne voit pas bien la route. Pour chaque adolescent, et ça c'est déjà moins banal, ce voyage est une aventure singulière. Comme l'oiseau blanc dans un poème de Baudelaire, un oiseau blanc est au milieu d'oiseaux gris d'autres couleurs, et il vole avec eux, il fait exactement comme eux, sauf que de temps en temps, imagine Baudelaire, l'oiseau regarde le bout de ses ailes blanches, c'est-à-dire je suis parmi les autres, je suis comme eux, je fais exactement comme eux, mais il y a bien quelque chose de ma singularité. Il est un parmi d'autres, il est convoqué au voyage à travers ce paysage de l'adolescence, non pas parce qu'il a tel ou tel âge, non pas parce qu'il est mineur. Mineur, d'ailleurs, c'est un mot que l'adolescent entend comme être moins, être moindre que les autres, c'est mineur. Ce n'est pas aussi important que les majeurs, évidemment. Et ça prive de certains droits, et cela révolte effectivement certains adolescents de se sentir minorés. S'il est embarqué dans cette histoire de paysage adolescent, c'est qu'il est, j'allais dire, travaillé par la puberté, et donc il va être amené à vivre un moment existentiel bouleversant, un moment majeur pour lui. Déjà, il y a un siècle, Freud disait que l'adolescence est le symptôme de la puberté, dont les remaniements physiques, physiologiques, morphologiques induisent des effets psychologiques. Effets psychologiques qu'on peut lister rapidement avec mise en cause des processus d'identification,
mise en cause du sentiment d'existence, mise en cause du sentiment de continuité d'existence. J'existe, oui, mais est-ce que j'existerai encore demain? C'est-à-dire toutes ces grandes questions qu'on peut résumer en suis-je? Que suis-je? Qui suis-je? Et tout ça dans un vécu affectif excessivement perturbant. Et tous ces effets psychologiques dus à ces remaniements de la puberté sont des effets que l'étayage social, à la fois familial, c'est-à-dire ce dans quoi l'adolescent est inscrit depuis toujours, mais également familier, c'est-à-dire tous les gens qu'il rencontre depuis pas longtemps, mais qu'il rencontre d'ailleurs à cet âge-là plus souvent que son entourage familial, que donc l'étayage social contient à grand-peine. Alors ces bouleversements pubertaires, moi quand j'ai commencé à m'occuper à l'unité de soins pour grands adolescents, donc en 1996 d'adolescents, je m'occupais beaucoup de leur rapport au langage, de leur rapport au corps, mais finalement assez peu à ce qui pouvait se passer dans la tête, dans le cerveau. Et bien évidemment, il a fallu que je m'ouvre à ça aussi et découvrir qu'il y avait pêle-mêle un certain nombre de choses qui se passaient, notamment une efflorescence neuronale échevelée, une inadéquation du système glial, système qui est chargé à la fois de gainer les axones, mais également d'élaguer un certain nombre de proliférations neuronales qualifiées de non pertinentes. Tout ça se faisant dans une hétérochronie. C'est ce qui me paraît être fondamental dans la plupart des troubles, c'est que tout ne se fait pas dans le même temps. Des régions se développent beaucoup plus rapidement que d'autres ou s'organisent beaucoup plus rapidement que d'autres, ce qui amène des déséquilibres, je dirais, encore plus importants. D'autant que tout ça est baigné par un bombardement hormonal avec toutes les hormones de croissance, la progestérone, œstrogène pour elles, testostérone essentiellement pour eux. Et comme étymologiquement, les hormones, c'est ce qui permet d'exciter, d'impulser et de stimuler. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Je vais être un peu rapide dessus. On a l'impression qu'au moment de la puberté, il y a une explosion de neurogénèse et de synaptogénèse, c'est-à-dire des neurones qui sont là, qui sont en nombre important, en potentiel important, avec des synapses qui se mettent un peu partout. Et cette phase est suivie par à la fois une décimation, c'est-à-dire une mise je dirais, on coupe, on élimine un certain nombre de connexions et de neurones qui ne servent pas, au nom d'un relatif darwinisme, je dirais, neuronal. Et on coupe, mais en même temps, il y a des stimulations, c'est-à-dire qu'il y a des nouveaux circuits qui peuvent se mettre en place, de nouveaux réseaux, de nouveaux sous-réseaux. C'est-à-dire qu'à la fois, on a un foisonnement qui se met en ordre avec la décimation de certains neurones, la mise au contraire à jour et le développement d'autres types de connexions, et tout ça de manière complètement, encore une fois, hétérochronique. Un des effets de l'hétérochronie, je dirais, c'est que de tout ce qui touche la réactivité, le monde affectif et tout ça, tout ce qui est des régions postérieures en particulier, se myélinise beaucoup plus rapidement, ce qui fait que la conduction nerveuse est terriblement augmentée, que l'influx nerveux est augmenté, alors que ce qui concerne plutôt le contexte frontal est plutôt myélinisé dans un deuxième temps, ce qui fait qu'il y a un déséquilibre. Je résumerai ça en disant que l'adolescent réagit plus vite qu'il ne pense et il est bousculé par des émotions beaucoup plus qu'enclin aux sentiments. Je m'explique. Ces adolescents peuvent me dire qu'ils ressentent de la joie, qu'ils ressentent une émotion joyeuse, tout en me disant qu'ils n'ont pas le sentiment d'être heureux. Je ressens une émotion, mais cette émotion, je n'arrive pas encore à la traduire, à l'intellectualiser, à la mesurer, à l'inscrire dans ce qu'on appelle un sentiment. Il y avait une jeune fille d'ailleurs qui me disait qu'elle ressentait un certain nombre d'émotions et elle était incapable de me préciser si c'était plutôt de la joie ou plutôt de la tristesse. C'était quelque chose qui l'a bousculée, qui l'a bouleversée.
Alors tout ce bouleversement va se traduire par un certain nombre de troubles, en particulier des troubles de la synthèse et du jugement, des troubles de la gestuelle, des troubles de l'équilibre, la fameuse gaucherie de l'ado, qui est comme pris dans un corps qui peut être encore trop grand pour lui, un corps qui le déborde en long, en large et surtout en travers, et un contrôle émotionnel défaillant. Alors vous l'avez compris, l'adolescent est en vrac dans un trop-plein d'émotions, de perceptions, de sensations, d'idées, de pensées, de sollicitations. Et il a sur lui-même une vision que je qualifierais de panoptique, c'est-à-dire il voit tout en même temps, mais il n'a que rarement le temps de traiter ce qu'il voit. Trop plein d'émotions. Trop, c'est un adverbe qui est largement utilisé par les ados. Et finalement, quand les ados parlent, quand on les écoute, il faut entendre ce qu'ils nous disent. Et trop, ça veut dire quoi? Trop, c'est quelque chose qui déborde. Certains ados, pour dire que c'est encore plus que trop, vont utiliser des mots étrangers, des mots tout neufs pour eux, pour désigner cette impression toute neuve. Donc, ils vont me dire, c'est plus que trop, c'est too much, ils me disent. Bon, voilà. Je ne sais pas s'ils parlent anglais, mais en tout cas, c'est vrai. Mais c'est vrai que quand ils sont amoureux, qu'ils ont envie de dire « je t'aime », ils trouvent que « je t'aime » est un mot un peu étroit. Alors, il élargit son amour par un « I love you », qui en dit quand même un peu plus. Alors, trop pour lui, c'est le top, je dirais. Il n'y aurait pas plus. Trop, ça déborde. Alors que très, si je suis très amoureux ou j'ai très apprécié, ça renvoie à un possible toujours plus. En gros, très laisse à désirer, très renvoie au manque et au désir, alors que trop, il renvoie à la plénitude, au débordement ou au vide. Quand on manque de trop, c'est ce que me disait Marie, une ado de 15 ans, qui était malheureuse comme tout parce qu'elle me disait qu'elle manquait de trop d'amour. Alors, métaphoriquement, pour prendre une image, le cerveau de l'adolescent est une sorte de boîtier électrique aux nombreux fils qui sont parfois mal branchés, montés en dépit du bon sens et parfois dénudés. J'ai eu cette image parce qu'à un moment, j'ai voulu ouvrir une petite panne chez moi, j'ai voulu ouvrir le boîtier électrique. Je l'ai vite refermé parce que je n'ai rien compris. Il y avait des fils, des gainés dans tous les sens. Je me suis dit, il n'y a qu'un homme de l'art, un électricien qui pourra effectivement trouver un peu d'ordre là-dedans. Et alors j'imaginais le cerveau de l'ado comme mon boîtier, si en plus j'avais vu que certains fils étaient mal gainés, qu'ils étaient montés un peu dans tous les sens, je ne serais donc pas étonné qu'il entraîne des connexions surprenantes, des courts-circuits où ce que nous me disent les ados depuis 96, je pète les plombs et je comprends mieux pourquoi. On comprend ici qu'il y a aussi une grande disparité entre des ados qualifiés du même âge. Des ados qui ont, entre ceux qui ont rapidement développé et organisé leur fonctionnement cérébral, ceux qui sont bien gainés, si je puis dire, qui passent ainsi pour des surdoués, des précoces, des hauts potentiels, des petits génies ou des adultes avant l'heure, on dit parfois. Moi, je les appelle des lièvres. Et ceux qui traînent à se stimuler, à s'organiser, que j'appelle donc les tortues. Mais je rassure les parents de tortues, parce que depuis La Fontaine, on sait que c'est pas toujours le lièvre qui gagne à la fin. Voilà. Métaphoriquement, notre boulot à nous adultes, notre travail serait celui d'un jardinier qui serait penché sur un arbuste buissonneux, élaguant par-ci par-là pour essayer de dégager un tronc, ajoutant de l'engrais pour stimuler la croissance. C'est ce que, empiriquement, alors quand je dis empiriquement, c'est parce que comme ça, je n'ai pas à expliquer pourquoi je le fais. C'est empirique. Empiriquement, on fait tant au CHU, à l'unité de soins pour grands adolescents, avec ce qu'on appelle des soins dits, des soins de médiation. Ça peut être un groupe de parole, écoute musicale, atelier conte, atelier d'écriture, relaxation, soins en OE-thérapie, art-thérapie, enfin tout un tas d'ateliers, de soins. Et à la maison des ados, avec les activités, alors on ne les appelle pas soins médiation, on les appelle activités socioculturelles, mais je reviens à peu près au même. C'est-à-dire aider l'ado à
exprimer un certain nombre de choses, à découvrir un certain nombre de choses, et surtout à inciter cet ado à parler de ce qu'il a ressenti, à parler de ce qu'il a, à parler de ce qu'il a exprimé. En gros, j'ai y compris parler de ce qu'il a dit, c'est-à-dire l'ado vient me dire quelque chose et la question c'est finalement en quoi ce que tu as dit te parle, c'est-à-dire qu'est-ce que tu entends dans ce que tu dis. C'est par le langage que finalement se fait tout ce travail d'élagage, et c'est par le langage que va s'organiser la pensée. Le langage recoue ce que le cri déchire, il met les idées en ordre et il contient les affects. L'adolescence, ça prend fin un jour. Et ça prend fin avec l'émergence d'un sujet doué de langage, d'un sujet qui fait son temps, et qui fait son temps en incarnant son histoire. Une jeune fille me disait, au sortir de son adolescence, qu'elle se sentait devenir propriétaire de son temps, propriétaire de sa parole, propriétaire de son histoire, alors que jusque-là, elle n'était que locataire du temps, des mots et des histoires des autres. Je m'installe à mon compte, écrivez-le comme vous voulez. Et écrivez-le comme vous voulez, c'est elle qui me l'a dit. Et du coup, je me suis dit, tiens, elle parle, et elle entend ce qu'elle dit, elle entend aussi que les mots, ce que les mots disent d'elle quand elle dit des mots. Elle comprend ainsi que les mots sont ventriloques et que les mots disent de nous ce que nous ignorons souvent d'eux. Serait cela devenir adulte? Alors il me reste une question. Si j'ai tant de mal à comprendre ce qu'un étranger me dit dans sa langue pour moi si étrange, ce n'est peut-être pas uniquement que je ne sais pas grand-chose de sa langue, c'est peut-être aussi que je ne comprends pas comment s'est organisée sa pensée. Je peux ainsi réciter des mots en anglais, en allemand, en portugais ou autre. Je peux voyager dans ces langues sans jamais être dans la langue. Je ne parlerai finalement qu'anglophone, germanophone ou autre, mais pas vraiment anglais ou allemand. J'ai même été une fois vexé en Angleterre où j'essayais de margouiner en anglais une dame très gentille qui m'a répondu « Parlez français, je comprendrai mieux ». Voilà. De toutes ces langues, je connais la musique, mais je ne suis pas musicien. Alors quand on me parle en étranger, je suis, mais je ne pense pas. Et souvent, quand on parle à l'adolescent, notre langue semble lui paraître bien étrangère, alors il nous suit, mais il ne pense pas. Aidons-le à grandir, aidons-le à se frayer un chemin au travers de ce pays des ados, en imaginant toujours le meilleur pour lui. Après tout, nous en sommes bien sortis de cette affaire, et convenons-en, ce n'est tout de même pas si mal.